Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G, votre rendez-vous hebdomadaire avec Monsieur Fernand Lopez. Comment ça va? Je vais bien, mon cher Guillaume. Comment vas-tu? Bah ça va très bien, écoute, ça va très bien parce que là, on va parler du gros sujet. On va parler de la catégorie des lourds, Fernand, tu sais, la catégorie reine de l'UFC, enfin même au global, hein, que ce soit en boxe anglaise ou autre. Et ça y est, enfin, après quelques petits mois où on se demandait ce qui allait se passer, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de vie. Et puis un Cyril qui est un petit peu plus offensif, ça aussi, ça fait plaisir. Ouais, c'est bien. La catégorie bouge. Elle ne bouge pas assez, à mon avis, mais elle bouge. J'aime bien ce qui se passe. Euh, non, c'est bien. J'aime l'idée que Cyril puisse avoir faim. Il a donné envie aux Français sur le 3 septembre et c'est bien qu'il puisse se positionner et qu'il annonce. Je suis persuadé que un combattant de MMA, c'est un capitaine de bateau. Et quand tu es dans un bateau, tu es un capitaine. Il y a tous tes collègues qui observent et qui attendent de toi, tes collègues marins, tu vois, tes compagnons, je sais pas comment on appelle ça, cette partie. Mais en tout cas, des personnes qui t'observent et qui veulent savoir quelle direction on va. Enfin, qu'on prend, vers où on va. Parce que, en fonction de ce que tu vas donner comme élan à tes fans, à tes personnes qui te suivent, il y aura un mouvement dans ce sens-là. Un mouvement, et puis aussi, aujourd'hui, mine de rien, les réseaux sociaux, c'est fait pour tout le monde. Tu vois, à l'époque, quand on se faisait recruter, quand tu allais donner ton CV et tu cherchais un boulot, ben, on regardait ce qu'il y avait ton CV, on te passait des coups de fil à des personnes qui te connaissent. Aujourd'hui, on regarde les réseaux sociaux, on regarde ce que tu fais dans la vie collective aujourd'hui, on check ce que tu dis, tes tendances que tu fais. Quand tu vas demander un crédit bancaire, les, les- les banques aujourd'hui vont fouiller qui tu es dans la réalité et vont aller chercher d'autres choses qu'on ne voit pas sur le papier, sur ton CV. De la même manière, je pense qu'à l'UFC aujourd'hui, euh, le matchmaking de l'UFC va checker et va voir les personnes qui ont faim, qui revendiquent, qui regardent ce qu'il y a. Je ne suis pas persuadé que l'ordre établi, c'est quelque chose qui soit bien. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est que j'aime beaucoup le positionnement de l'UFC, de se dire, voilà notre priorité. Notre priorité, c'est John Jones, parce que elle sera bankable. On veut qu'il fasse des sous. Derrière lui, c'est la locomotive. On va accrocher un wagon. Le wagon le plus bankable chez les poids lourds, c'est le champion, Francis Ngannou. Donc, du coup, on va le chercher. On dit, OK, nous, l'UFC dit, voilà le match que nous avons. Ils ont le droit de le dire. Par contre, ce que je n'aime pas, ce que je trouve désolant, c'est quand il y a les autres qui sont classés pour combattre, qui acceptent et ne disent rien à ça. Et que chacun tire la couverture de son côté sur son business, c'est bien. J'aime beaucoup des personnes comme, euh, comment il s'appelle, le 77 kilos qui est très bavard. Euh, Il y a Ramzat, non? non, 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 non. Colby Covington. Covington. Covington, il se positionne. Il n'y a pas d'ordre établi, il n'y a pas de premier, deuxième, troisième, quatrième, il n'y a pas de ça. Il se positionne dès qu'il y a moyen. Hey, je suis là, les gars, moi je vais faire la ceinture, je peux faire la ceinture. C'est important de dire ce que tu veux, vers où tu veux aller, comment tu veux le faire. Et donc, de la même manière, sur la catégorie reine, je pense qu'il est important que des personnes comme Curtis Blade se positionne en disant les gars, je suis là, j'ai envie de combattre, je peux combattre. C'est dommage que c'est l'UFC qui aille dire si jamais Francis Ngannou n'est pas prêt, on va aller chercher Curtis Blade pour qu'il vienne faire le combat contre John John. C'est dommage. Je pense que lui-même, Curtis, aurait dû prendre la parole et dire je veux. Pareil pour Cyril, je pense que Cyril aurait dû dire les gars, je suis numéro un, je suis l'ayant droit. J'ai perdu mon combat contre le champion. Cependant, je l'ai perdu avec du mérite. Je suis allé à la décision avec quelqu'un qui foudroie tout le monde et
sur lequel on attend, qui met des KO à tout le monde. Du coup, ensuite, après ce combat-là, je suis rentré chez moi. Vous êtes venu organiser en France. J'ai, avec mes collaborateurs, avec mes compatriotes, William Gomis, Benoît Saint-Denis, Fares Ziam, Nassoudine Mavov, nous avons soulevé 17 000 personnes. Je suis bankable. Je suis ayant droit, je veux me positionner. Ce n'est qu'une demande. On parle d'un capitaine de bateau. On parle d'un capitaine d'industrie. C'est une industrie qui gère. Et en tant que capitaine d'industrie, donne la direction à tes employés. On va vers où? Donne la direction à ton peuple, à tes investisseurs. On va où? Je vous amène à gauche, je vous amène à droite. Je veux refaire la ceinture. Non, je veux juste faire des petits combats. Non, je veux prendre la retraite. Dis-nous vers où on va et on va te suivre, on va te porter, on va te soulever. C'est la situation que je regrette dans ça. Mais voilà, chacun, l'UFC fait son boulot en tant que promoteur sportif. Je fais mon taf. J'annonce, je voudrais avoir Taylor Lapillus contre Peña pour la ceinture. Bon, ok, la ceinture se fait, Peña, Taylor gagne, mais derrière, il doit aller à l'UFC. Je propose en disant, moi, j'ai l'impression que celui qui va affronter, euh, celui qui va gagner le combat entre Mustafa Haïda et puis, euh, Léopold Gua. euh, non, Ah c'est non. ça. Ouais, ouais, C'est- ouais. Non, non, c'est pas ça. Si. Mustafa Haïda et puis Peña Ah oui, va là, faire la aujourd'hui. ceinture. Oui, oui, qui aura plus tard, oui, Mais pardon. ça ne Ouais. m'étonnerait pas que le Paul Gouaille arrive et dise, hé les gars, moi j'ai perdu contre Moussa Faïda, je pense que je devrais être aligné après. Et j'admire quand Mehdi Saadi arrive, le mec a fait un seul combat sur Arès et il dit, les gars, moi je viens pas rigoler, je viens pour take over. Je viens d'arriver ici, mais je vous dis, celui qui a perdu à la décision contre Moustapha Eda, moi, je l'ai nettoyé en moins de 2 minutes. Je suis ayant droit, j'ai envie de la ceinture. Il me l'a demandé, j'ai suivi le mouvement parce qu'il l'a demandé. C'est important de demander au promoteur ce qu'on veut. Dans la foulée, j'ai annoncé, si jamais la fédération nous autorise à faire ce match, moi, je suis partant pour que le gagnant de Peña contre Moustapha Eda fasse la ceinture contre Mehdi Saadi. Parce qu'il veut, parce qu'il est un capitaine d'industrie qui nous dit vers où on va. Et donc, oui, c'est appréciable de savoir que Cyril prend la parole et il dit, les gars, c'est peut-être l'heure c'est l'ouverture de la chasse et 2003 me paraît une bonne année pour aller déclencher la chasse pour la ceinture. C'est une bonne chose. Et en termes de temporalité, parce que donc l'UFC cible le 4 mars prochain à Las Vegas, est-ce que c'est bien pour Cyril et aussi, même si bon, t'es plus dans son camp concernant Francis, on regarde la gravité de sa blessure, est-ce que pour toi c'est pas peut-être un peu juste? Non, ça ne m'a pas l'air juste. Je pense que Francis pourrait combattre le, le 4 mars. De ce que j'ai vu sur les vidéos, j'ai vu un exercice qu'il faisait avec son coach où il balançait des gros middle avec la jambe opposée. Donc, ça veut dire qu'il peut prendre appui correctement sur son genou opéré. Et j'ai vu des vidéos, sur la même vidéo, il balançait des low kicks de la jambe opérée. Donc, ça veut dire que les impacts et les contraintes biomécaniques sur le genou en question encaisse. On est à Jouji moins minimum 2 mois, peut-être même 2 mois et demi. Je pense qu'il peut le faire, le combat. Je n'ai aucun doute que le combat peut se faire du côté physiologique, en tout cas pour lui. Et en tout cas, s'il le fait, c'est une bonne chose. Et puis bah, s'il ne le fait pas, ce sera peut-être Curtis Blade qui va ramasser la mise, parce que mine de rien, Curtis Blade est très éligible. Hein. C'est-à-dire que si on enlève le fait qu'il ait perdu 2 fois contre le champion Francis Ngannou, il est absolument légitime à pouvoir demander un titre. Maintenant, il y a toujours un mélange de politique et de comptabilité. En termes de comptabilité, pour l'UFC, c'est mieux John Jones. En termes de politique et même comptabilité, je pense que Cyril est plus vendeur que Curtis Blade. Cependant,
Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu penses pas que là, pour le coup, le fait que Cyril, donc ce qui est une très bonne chose, Oui. il soit peut-être tellement important aujourd'hui pour la France que l'UFC va se dire, comme on veut revenir en France, on a intérêt à avoir Cyril plutôt que quelqu'un d'autre, tu vois. C'est exactement ce que euh, c'est c'est quelque chose qui est possible. Comment dire? C'est il est plus intéressant pour l'UFC de se dire, on a un UFC qu'on prépare avec un pay-per-view sur lequel il faut qu'il y ait un gros titre. Donc, il faut qu'on prépare deux, trois personnes qui pourraient avoir des titres sur ces tableaux-là. Et si on les a, ces personnes, vaut mieux les conserver et ne pas faire un match entre deux qui pourrait faire échouer ces gros pay-per-view. Parce que c'est pour la première fois de l'histoire, on va tenter un pay-per-view. Ça veut dire que ESPN ne sera pas sur son prime time. Il faut du lourd. Donc, oui, ça se comprend. C'est une possibilité. Ça se comprend. Ouais, ça s'explique. Après, bon, il y a toujours le jeu des, bah, comme vous l'avez vu pour Jiri Prochaska contre, enfin, Jiri Prochaska pour l'UFC 282, il y a toujours des blessures qui peuvent faire que tout change. Donc c'est vrai que pour Cyril, bah, peut-être que ça lui permettrait d'avoir le title shot un petit peu plus rapidement. Moi, je voulais aussi te poser cette question parce qu'on n'avait pas parlé depuis tout ce temps. C'est après ce combat qui a été extrêmement serré contre Francis. Mhm. Toi, sans tout nous révéler bien évidemment, qu'est-ce que tu ferais différemment ou comment t'envisagerais ça différemment pour Cyril? Ah, toi, tu me mets dans l'embarras, hein. Bah, bah quoi? Bah là, je suis désolé de te le dire, mais va falloir que tu t'habitues à cette question-là, hein, parce qu'il y a pas mal de gens qui vont te la poser là de plus en plus. Ah, c'est compliqué parce que j'aime pas faire la langue de bois, mais sauf que je dois y répondre pour de vrai et c'est complexe en fait. C'est c'est- c'est très complexe dans le sens où c'est très tôt pour commencer les hostilités. Il y aura beaucoup d'hostilités. Il y aura, c'est que si ce combat a lieu une deuxième fois, Francis et Cyril, il y aura beaucoup d'hostilités. Et mine de rien, c'est complexe de commencer ça tôt et de pouvoir en parler. Je... Waouh, waouh, il botte en touche. Non, je vais pas botter en tout. Simplement, si je devais faire les choses différemment, il n'y a pas beaucoup de différences que je ferais. La réalité, c'est que celui qui a lu le bouquin Training Camp aux éditions Amphora a compris ce que j'avais prévu comme game plan, a compris ce qu'on avait prévu. Ce qu'on avait prévu dès le tout début, c'est que c'est un bouquin qui a été écrit. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Félicitations pour le livre du MMA de la sueur. Non, c'est bien de le dire parce que Merci vous, beaucoup, monsieur, merci beaucoup. vous avez dit félicitations au livre de Training Camp de Geoffrey et moi. Et donc, vous avez accompagné ce bouquin-là et vous en avez parlé. Et c'est important de dire que j'ai pris le temps de lire ce que vous faites et je suis quand même impressionné. Et c'est Attends, bien. ah, tu l'as reçu? Attends, est-ce que tu Oui. l'as... Ah, fort... Yes, parce que bah formidable, parce que j'ai grondé les personnes du marketing pour dire où est-ce qu'on en est, parce que Fernand nous l'avait envoyé en plus, il est là, et j'étais en mode bon là les gars faut s'activer, donc c'est très content de voir que tu l'as reçu. Voilà. Voilà, donc quand il y a un collègue qui fait du bon boulot, faut pas avoir peur ou honte de le dire. C'est du très bon boulot, le travail est léché, il y a beaucoup de photos, c'est comment dire, c'est digestible pour les personnes qui n'ont pas besoin de trop de lecture, mais à la fois c'est très instructif, c'est bien fait. Il y a vous avez une belle plume, monsieur. Merci, merci monsieur, merci beaucoup. Donc voilà. Donc je reviens donc sur le training camp. Je disais tantôt que training camp vous révèle que comme on a tourné qu'on a écrit le bouquin en temps réel avec un décompte, dès le début, j'annonce à Cyril, Francis va lutter avec toi et va t'amener au sol. C'est très clair dès le premier petit papier, le PDF qui est le game plan, je fais la photo de ça et il y a tous les détails et tout. Je le sais, je le dis et Francis vous l'a dit même plusieurs fois sur Disney. Cyril vous a dit plusieurs fois en émission en disant ça me fout les boules parce que
Lopez me l'a dit plusieurs fois. Il m'a dit plusieurs fois, il va t'amener au sol, il va t'amener au sol, il va t'amener au sol. Crois-moi, il va t'amener au sol. Parce que c'est évident, le style de Cyril expose trop les qualités chez ses adversaires. Et c'est malaisant d'être exposé quand tu as quelqu'un sur lequel il est intouchable et tout. Finalement, tu as envie de mettre les mains sur lui et il ne te reste pas beaucoup d'options. Donc, on le savait déjà. Donc, cette option-là, elle est juste à reprendre au sérieux par Cyril. Avec que, la réalité, c'est que Cyril, quand on lui apprend à ne pas tomber, on lui apprend pas à ne pas tomber parce qu'il sait défendre la lutte. On lui apprend surtout à ne pas tomber parce qu'il est intouchable. Parce que il met en place un certain nombre de déplacements et de mouvements. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec du temps, avec du recul, c'est une attitude qu'il sait faire et qu'il il, il se rend compte qu'il n'a pas pris très au sérieux cette consigne-là et qu'il a envie de prendre très au sérieux cette consigne. Ça ne veut pas dire il est à l'abri de la boxe. On reste toujours en face d'un Francis qui est extrêmement dangereux, qui fait très mal quand il convainc. Donc ça reste quelque chose de très dangereux. Mais comme je dis, c'est pour ça que je ne parle pas de l'amélioration de lutte de Cyril ou de l'amélioration de lutte de Francis. Je parle plutôt de l'histoire de l'espace, du temps qui les sépare, de dire que si Cyril a une certaine distance qui le met à l'abri pour la boxe, c'est la même distance qui le met à l'abri pour la lutte s'il ajoute des déplacements avec et des changements de direction. Je pense que c'est un axe sur lequel il travaille un peu plus. Et puis, ma foi, améliorer l'axe du développement de la force et puis accentuer euh, la précision, le perfectionnement technique pour pouvoir chercher des finalisations. Je pense que c'est ce sur quoi on a déjà commencé à travailler depuis très longtemps, pas que pour un éventuel combat avec Francis, mais pour sa carrière à lui. Et c'est pour ça que je dis, il n'y a pas grand-chose en fait qui changerait. Il n'y a pas, techniquement parlant, il n'y Bien a sûr. pas, c'est ce qu'il a fait sur le premier ou le deuxième round, c'est juste de rester intouchable. Ensuite, d'accepter le fait que Francis est ultra puissant et que Francis peut avoir la volonté de faire durer le combat au sol. Mais c'est quelque chose, moi, perso, je pose la question à Cyril. Quand tu m'as dit ça plusieurs fois et c'est fou, tu m'as dit ça plusieurs fois, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas, et tu dis, mais non, c'est juste que même si je le sais, qui n'importe qui peut amener n'importe qui au sol, mais il y a des morphotypes que tu ne visualises pas. Tu vois, on te dit, euh, Adesanya pas amené, euh, comment il s'appelle, Alex Pereira au Au sol. sol, ouais. Tu dis, OK, c'est possible. N'importe qui sait faire un takedown. Et tu dis, mais bon, c'est pas une forme de corps qui ressemble à ce que je visualise. Sauf que moi, de ce que je dis, ce n'est pas ce que je vois ou j'entends et que je visualise. Moi, je le dis parce que je le connais, que je l'ai entraîné et que je sais qu'il est fort physiquement, il est puissant. Je l'ai vu lutter. Les gens pensent qu'en fait, il a amélioré, que Francis, sa lutte, les gens font des associations. Ousmane Camaro a aidé Francis à s'entraîner. C'est vrai. Les États-Unis lui ont appris la lutte, c'est vrai. Mais ceux qui connaissent les archives du MMA Factory savent que quasiment 75% du temps d'entraînement de Francis était basé sur la lutte. On faisait venir des mecs de l'équipe de France de judo, des mecs de l'équipe de France de lutte, qui essayaient de faire tomber Francis, qui échouaient des fois et qui se faisaient tomber par Francis. Donc, Francis qui fait tomber quelqu'un n'est pas un truc nouveau. Les gens dans leur fantasme, ce qu'ils visualisent, c'est ah, ils n'ont pas su prévoir, ils pensaient qu'ils connaissaient Francis, mais ils ne connaissaient pas Francis. Ça n'a rien à voir. Ils veulent juste imaginer leur truc dans leur tête, leur fantasme à eux, mais ça n'a rien à voir. Bon, enfin, c'est que s'il y a une consigne qu'il a reçue le plus possible, il vous le dira, Cyril. Fernand m'a dit au moins 100 fois, il va t'amener au sol. Donc, voilà, il n'y a pas grand-chose à changer. Sinon, ce côté d'emphase, je ne sais pas comment les Anglais, les anglophones parlent de
de rajouter de l'emphase à ma manière de vouloir lui exprimer ça. Tu vois, par exemple, quand il y a eu RMC qui avait fait ils avaient cette volonté de critiquer. Et donc, ce qu'on dit souvent, c'est, ils m'ont critiqué sur le fait que à la, à l'avant, sur la pause, la dernière pause, avant le dernier round, on attendait, moi, que je donne des précisions à Cyril et je n'ai pas donné de précisions. Je lui ai juste dit, on ne peut pas perdre pour une histoire de cardio. Il faut que tu te réveilles, il faut que tu pousses la machine, il faut que tu y ailles, il faut que tu ailles chercher la victoire. Et ils disent, mais on n'entend rien. Ils ne disent rien de précis. Et je dis, c'est ça et c'est ça la différence. C'est que quand vous n'êtes pas un coach et que vous n'avez pas la notion de comprendre ce dont a besoin l'élève à ce moment, à quel moment, la temporalité de ses besoins, vous dites juste, vous allez chercher la petite bête. Vous dites, tiens, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, mets ton bras gauche, monte ta main droite. C'est inutile de dire ça. Quand tu sais que ton élève fait exactement ce qu'il faut, mais qu'il va lui manquer de l'emphase, un peu plus d'effort, de volonté, de cœur, de sacrifice, tu ne peux pas aller, tu vois, le coach de... Oui, c'est ça, tout dépend du résultat, que ce soit Ramzat ou Leon Voilà, Edwards. Ouais. voilà. Dans mon coaching, à moi, si jamais Cyril gagne le combat, je suis un héros. Le coaching du coach d'Alex Pereira tourne en boucle en ce moment comme étant l'un des meilleurs coachings au monde. Les mecs ne lui ont pas donné une consigne de technique précise. C'est une consigne qui disait, hé, on a besoin que tu le... Là, il faut le descendre. On n'a pas le choix. Tu es en retard, va le chercher. Monte du cœur. Aujourd'hui, c'est ton jour. Il faut que tu gagnes. On ne sort pas d'ici sans la ceinture. Donc, s'il perd, on lui dit, mais c'est quoi ce coaching? Tu n'as même pas dit gauche, gauche, droite. S'il gagne, bah, tant mieux, c'est le plus grand coach du monde. C'est, comment il s'appelle, la jeune fille qui a fait sa victoire au PFL? Oui, contre Kayla Harrison. Non, Non? non. Aspen Ladd. Ah oui, Aspen Ladd, oui. Aspen Ladd a une vidéo légendaire que j'avais partagée d'ailleurs sur Twitter avec un coaching de fou. Elle est en train de perdre le combat, mais elle perd lamentablement le combat parce que la fille la domine, machin. Et quand elle vient dans le coin, son coach est d'une sauvagerie incroyable. Il lui dit, écoute, on va arrêter le blabla. Tu vas m'arrêter tes conneries de faire semblant de mettre des jabs de temps en temps. Je veux que tu ailles là, que tu libères tes bras, que tu lui rentres dedans. On est en train de perdre le combat. On va perdre le combat. Arrête de faire semblant, arrête de faire des chichis. Va la démonter. C'est quelque chose qui n'est, dans le langage des êtres humains, ce n'est pas possible de parler comme ça aux gens. Elle sort de là, elle se lève, elle envoie la sauce exactement comme son coach lui a dit. Elle l'envoie avant tout, elle couche la fille et le mec est un héros national. Malheureusement, ça dépend tout du résultat. Donc, je ne pense pas qu'en termes de coaching, il y ait beaucoup de choses à changer dans la manière qu'il a fait. Il y a des améliorations, il y a des choix à faire, des positions. Tu veux savoir si je lui dirais toujours d'aller sur une clé de talon, c'est quelque chose qui ne me dérangerait pas parce que cette clé de talon-là n'était pas aussi dangereuse, aussi risquée qu'une clé de talon que tu fais quand tu es à moins 40 secondes de la fin d'un combat que tu as mené de but en blanc. Tu as complètement dominé, tu es en train de battre le mec. C'était contre qui déjà? Contre... oh, C'était honte sur moi, honte sur moi. Oh, c'est pas possible. c'était en Uruguay. Oui, c'était en Uruguay, c'était contre un Américain. Mm-hmm. Et non, allez. Don't tell Mace. Don't tell Mace. Don't tell Mace. Voilà. Don't tell Mace. Donc, Don't tell Mace, on est en train de gagner le combat. On l'a complètement gagné le combat et Cyril va l'amener au sol. Et quand il est au sol, je lui demande de prendre la clé de talon. Il reste quelques secondes et tout. On m'entend dire clé de talon. Ce documentaire-là, ce truc-là, est passé en boucle partout dans le monde pour vanter combien de fois j'ai été bon de pouvoir dire à mon élève de faire une clé de talon alors qu'on était à moins 40 secondes de la fin d'un combat qui gagnait complètement. Et c'est la plus tardive en plus, c'est le record. Voilà, c'est ça. Il a pris le record, il a pris le bonus de $50 000, tout le monde était archi content.
Là, on est sur un combat où les juges, on ne sait même pas ce qu'ils vont décider. On est possiblement en train de perdre le combat à la décision. Il va sur une clé de talon et il y a tout le monde qui dit que c'est le plus mauvais choix qui n'ait jamais fait. C'est un manque de fight IQ de le faire. Donc, il y a toujours moyen de coacher Ouais, après ça coup. dépend du Et résultat à chaque voilà, fois, hein, de toute voilà, façon, pour moi. voilà. Donc, Mais d'ailleurs, Fernand, parce que bon, je ne souhaite pas qu'il y ait de blessures, que ce soit du côté de Francis, de John Jones, de Cyril. Donc, normalement, là, on est parti pour, si vous lisez entre les lignes, en mars, on a Jones Ngannou. Ensuite, on aura Cyril pour la ceinture à Paris, gros pay-per-view. Ça fait plaisir à tout le monde. Mais là, on parle du coup de Cyril contre Francis volume 2. Encore faut-il que Francis passe cette épreuve John Jones. Est-ce que là, avec le temps, t'as évolué là-dessus? pourquoi j'avais déjà dit quoi? Tu étais en mode ça va le faire pour Francis. Attention, Oui, avec des pincettes, hein, bien évidemment. voilà, Oui. voilà, voilà. Euh, je suis persuadé que l'arrivée, l'arrivée fraîchement de lightweight vers les heavyweight vont faire une différence. Je vois le combat John Jones contre Francis comme le combat de Israël Adesanya contre le Blakovic. Polish. Voilà, Blachowicz. Ok. Voilà Wow. exactement le format de combat que je vois. Alors, sauf que, Et là, tout son truc de je suis à 115 kilos, machin, toi t'y crois pas trop? non, tu peux être à 115 kilos, mais c'est pas, ton corps ne réagit pas et ne porte pas les 115 kilos comme quelqu'un qui a toujours porté 115 kilos. Il faut qu'on voit comment son corps, même son cœur d'ailleurs, ce qu'on appelle la partie centrale, cœur-poumon, la partie périphérique, les muscles, l'appareil locomoteur, parce que pendant que tu marches et tout, chaque articulation de ton corps porte, sur chaque pas que tu fais, porte 4 fois le poids de ton corps. C'est que les articulations comme les chevilles, quand tu fais un pas, si tu faisais, je sais pas moi, 100 kilos, bah, tu peux considérer que tu as 400 kilos qui tombent dessus, de pression dessus. On ne sait pas ce que ça fait à la posture. Des personnes grandes ont souvent ce poids-là qui vient taper sur le lombaire, les étages basses, et puis ça peut commencer à faire mal sur le dos et ton attitude change. Donc, on ne sait pas encore. C'est la première fois qu'on va voir John Jones en lourd. Ce que je sais, c'est que euh, John Jones, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu. Ce que je sais, c'est que Francis a une bonne allonge et qu'une belle allonge qui pourrait amener une certaine égalité sur toucher sans être touché. Même si je suis persuadé que John Jones a un fight IQ beaucoup plus élevé, je pense que Francis a un équaliseur qui met quand même n'importe qui dans le doute. L'équaliseur, c'est OK, tu peux gagner, gagner, gagner à la fin. Quand je sors l'équaliseur, s'il te connecte, je remets tout à zéro. Et donc, ça, c'est un indice que les gens oublient en fait. On ne se rend pas compte que c'est un miracle pour un mec comme Cyril d'avoir passé 5 rounds sans être dangereusement connecté par Francis. Ça s'était jamais arrivé. Voilà. Si, Non, parce que même Miocic dans le et- premier combat contre Francis, il y a quelques moments très très chauds. il a été salement Oui, connecté, il voilà, est amoché. c'est pour ça. Mais ce que je veux dire, le combat avec Derrick Lewis, il n'a pas connecté tant que ça, Francis. Après, pour moi, ce combat n'existe pas. Voilà. On peut pas rester toute la vie à dire que ce combat n'existe pas. Il a existé. Il y avait 2 êtres humains là. Oui, mais tu sais, même toi, bah t'y étais d'ailleurs, non? T'y étais ou pas? Oui, j'y étais. T'y étais. Mais je pense que même toi, tu n'as pas reconnu Enfin, personne n'a reconnu le Francis qu'il y avait dans On la est, cage cette fois-là. on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut arriver Oui, oui, que oui. on soit annihilé. Il y a quelque chose qui a annihilé Francis et qui l'a perturbé. Il y a pas, il peut avoir 0,000% de chances que ça arrive, mais ça pourrait arriver qu'il soit annihilé en présence de John Jones. C'est toujours possible. On ne sait pas ce qui peut se passer. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est un match où moi, je vois Francis gagnant.
dessus. Je, 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 je peux me tromper, hein, mais j'ai déjà été pas mal sur certains pronostics, parmi lesquels j'ai été plutôt parfait sur, en termes de Stipe précision. Miocic 2, Paul Lolo. Paul Voilà. Lolo, 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 Si peu Lolo. étudié, je pense que j'étais celui qui En était le état plus de flow. proche En de état la de flow. j'étais en état de flow complet de dire que Francis va brutaliser Stipe. Donc, je ne pense pas qu'il va brutaliser John Jones. Je ne pense même pas qu'il puisse faire à John Jones ce qu'il a fait à Cyril, parce qu'en termes de lutte, John Jones voit plus clair. Mais je pense que sans l'amener au sol, il peut le bully sur la cage. Il peut comment dire, l'enrober et faire gagner du temps sur la cage en jouant la dirty boxing, un peu à la manière que d'ici comme il y a souvent fait. Donc, je continue à voir Francis gagnant dessus. Alright, alright. Et il y a d'autres gars dont on ne parle pas, pourtant toi tu seras devant parce que vous savez, quand vous suivez les UFC, ça se passe sur RMC Sport à la télé, mais sur Twitter, il y a Fernand qui nous régale avec son compte personnel parce que là ce week-end, et je pense, à mon avis, tu seras devant ton téléviseur parce qu'il y a Mhm. Sergei Pavlovich contre Tai Tuivasa. Tai Tuivasa, dernier adversaire de Cyril, Sergei Pavlovich, qui devait normalement affronter Cyril, je crois que c'était en 2019, finalement il avait eu des soucis de santé, mais toi ça fait un moment que tu nous en parles en mode lui, attention, il fait quand même peur. Attention, attention, je crains pour Taito Vasa. Déjà tu Je ne penses pas pense qu'il revient un peu tôt? trop tôt, Ok. trop tôt. Ouais. C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est que euh, je ne sais pas pourquoi son manager a fait ce choix. Parce que mine de rien, il a été endommagé, un peu quand même. Parce que ces personnes-là qui te tapent comme une goutte d'eau sur la roche là et tout, mais ça me fait pas mal d'un coup, mais à force, ça vient creuser un trou dans la roche. Et tu vois ça, on sait que c'est une roche, mais il a pris pas mal de petites gouttes d'eau qui ont tapé dessus et ça fait mal. Euh, je pense même pas qu'il ait eu euh, 2 semaines de repos avant de retourner au camp d'entraînement pour préparer ce combat. Je pense que c'est tôt et Pavlovich, il a quand même de la puissance. Je pense même qu'il a meilleur knockout power que Cyril. Ah, il finit Donc, tous les mecs au premier round. voilà. Donc, je me dis, c'est chaud quand même. C'est qui tout doux pour lui. Il arrive en état de flow, il le connecte tout de suite et c'est lui c'est lui qui descend Pavlovich. Mais si j'ai peur, voilà, je pense vraiment au fond de moi, j'ai l'intime conviction qu'il va perdre par KO au premier round. Ouais, bah, c'est le gros risque. Est-ce que tu penses pour le coup que Pavlovich, c'est vraiment quelqu'un sur lequel il faut miser sur le futur ou il bénéficie aussi de, je vais pas dire match-up favorable, mais tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas le savoir, c'est trop tôt de le D'accord. savoir. On a vu que Decaux s'est tout monté en flèche, en flèche, en flèche, et puis d'un coup, boum, ça s'est arrêté, et puis la hype est descendue, personne n'en parle plus, c'est effacé. Donc, on ne sait pas, on ne sait pas encore. Mais moi, je le crains. J'ai beaucoup de respect pour Pavlovich. Je pense que c'est quelqu'un qui a une place prépondérante, qui va gêner, qui va vraiment faire, il fera entendre parler de lui sur la KT. Euh, J'aurais bien aimé qu'on l'ait affronté à l'époque quand on devait l'affronter parce que du coup, il était moins sûr de lui que cette fois-ci. Quand tu as couché le nombre de personnes qu'il a couché récemment, je pense que si on le réaffronte, il me rappelle euh, Alexei, comment il s'appelle Alexei Oleinik? Non. Non, Non, ah oui, 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 oui. Oh, c'est pas possible. C'est pas. Stéphane Struve. non, Ah, non, grand, grand, grand. Ah, non, Alexander Volkov. c'est ça. Voilà. Il me rappelle Volkov à son prime, quand il est en état de flow. Il est dangereux. Il est grand, il est massif, il a un dos, c'est monstrueux, il frappe comme un sourd-muet, c'est chaud. Pavlovich, c'est un problème. Euh, pour le moment, de ce qu'il nous montre là, c'est un gros problème. Et quand on a peur pour tu vois ça, on se dit qu'on a peur pour beaucoup de personnes. Parce que Bamba m'a voix quand même. C'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal ça. Si on a peur pour Tai Tuivasa, ouais, non, c'est c'est clair. Bah oui, c'est pas n'importe qui sur lequel on peut dire, ah, on a peur qu'il couche, tu vois ça.
on, on a vraiment peur qu'il couche à toi ça. On trouve que c'est très tôt. On aurait dû le faire attendre un peu. Il y a sur la fin du premier trimestre 2023 un événement qui sera en Australie. On aurait dû le garder. On aurait dû l'attendre là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, il est relativement jeune. Je crois qu'il a 29 ans. Tu vois ça. S'il perd là, on va se dire, bon, c'est dommage, on l'a fait venir très tôt, on va le griller. Qu'est-ce qu'il fait après ça, tu vois? Alors que là, il était bien lancé. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon plan pour lui. Maintenant, euh, bah, il a accepté, il va, comme on dit, le vin est tiré, il va falloir le boire. Bah ouais. Non, mais là, ça va être dur. Bah, j'espère en tout cas, moi, que ça va bien se passer pour lui. Et vous connaissez tous la mentalité de Fernand, c'est show must go on, c'est parti, on va de l'avant, on avance. Stipe Miocic, Thomas Spinal, enfin, surtout pour Stipe, est-ce que pour toi, le train est passé aujourd'hui? Pour qui? Stipe Miocic. Oui, je pense que quel que soit ce qu'il fait, il peut encore battre beaucoup de personnes. Il peut encore battre beaucoup de personnes, hein. Quasiment, il peut battre tout le monde, tout est possible. Mais je pense qu'il ne sera plus le même. Il n'y a plus cette fraîcheur dans sa hype, dans son charisme, dans sa manière de boxer, dans sa manière d'être. Je ne pense pas qu'on a encore quelqu'un de frais. Mhm. C'est pas possible d'avoir. Il a trop espacé ses combats dans un premier temps. Il a vraiment espacé ses combats. Et en plus, il a pris des dommages quand même. Et même au-delà de ça, je suis plus sûr qu'il ait la motivation pour devenir, pour essayer. Je n'attends pas grand-chose de lui. Et si ce n'est le fait d'avoir un vétéran qui a encore un bon nom et qui peut encore donner le show pour faire le transfert de hype. Mhm. Là, je pense qu'il reste à ce que l'UFC l'utilise pour transférer la hype vers des jeunes comme Thomas Final, justement. Et bah voilà. En tout cas pour Stipe Miocic, on attend une date de retour pour lui. Fernand, là, c'est une question très compliquée pour toi. C'est Jiri Prochaska qui a donc blessure, la pire vue dans l'histoire de l'UFC, qu'a dit Dana White, qui arrive même à nous hyper des blessures pour Jiri Prochaska, qui malheureusement donc ne sera pas à l'UFC 282, absent pour un an. Et Jiri Prochaska qui a décidé de rendre sa ceinture. Toi, dans cette situation-là, qu'est-ce que t'aurais fait? Et puis surtout, moi, je me dis, c'est un move qui est beau, mais dur. J'aurais pas fait ça. Parce que c'est 6 mois de blessure. Ces médecins ont annoncé 6 mois. On a vu qu'il y avait on parlait des poids lourds. Francis, ça va faire un an qu'il a la ceinture. Il n'a pas recombattu. Stipe, il a gardé la ceinture des fois 1 an et demi, 2 ans. Il y a des KT où les gens conservent la ceinture très longtemps étant blessés. Je comprends sa magnanimité, je comprends son côté chevaleresque et tout. Où moi, je n'ai pas besoin de garder la ceinture. Je la remets la ceinture pour qu'il y ait de la vie dans la division et puis je reviens prendre la ceinture quand je peux. Non, il y a l'institution qui avait prévu quelque chose qu'on appelle ceinture intérimaire. Tu n'as pas besoin de jouer le cheval blanc, le cavalier blanc qui est très gentleman et qui remet la ceinture. Je pense que en tant que amiral d'industrie, comme on dit, un capitaine d'industrie, ce que tu veux, il a pris une décision qui pourrait regretter. À son retour, il est confiant aujourd'hui, mais à son retour, il pourrait arriver qu'il vienne dans 6 mois et qu'il faille se rebattre pour son statut n'est plus le même. En tout cas, quand il va combattre, déjà, comment dire, money-wise, en parlant juste d'argent déjà, il combat comme un être humain normal. Quand tu combats normal et que tu es un challenger pour la ceinture, tu es probablement autour de 350 000. Quand tu combats déjà étant un champion, tu es probablement autour de 500 000 à 700 000. Donc, ça change déjà les donnes. Sur les petits détails de rien du tout. Quand tu combats, quand tu vas à ton combat en tant que challenger, tu prends ton avion en écho. Et tu te upgrades si tu veux, mais c'est à tes frais. Quand tu vas faire la ceinture en tant que combattant, champion, tu es en business class. C'est des avantages que tu as pour ta team et c'est quelque chose de bien. En tant que sponsor, pendant les 6 mois où il va se soigner, il y a des clauses de sponsor qui te retirent et te diminuent tes sponsors sous prétexte que tu n'es plus champion. Chez toi, dans ton pays,
tu es reçu. Il y a des dispositifs mis en place pour les champions. Tu es champion, tu as le dispositif d'ambassadeur sportif en Île-de-France, par exemple. On est reçu comme un grand ambassadeur du sport par la région Île-de-France. Ça n'arrivait que sur les sports olympiques. Aujourd'hui, on peut le faire sur le MMA. J'ai- j'ai- on a cet honneur-là de pouvoir dire j'ai été nommé grand ambassadeur du sport en Ile-de-France. Cyril a eu cette chance-là, moi j'ai eu cette chance-là. Ces dispositifs-là, dans chaque pays, il y a des pays qui te récompensent différemment. Et si tu n'es plus champion, ça change tout de suite. Donc, de dire qu'un champion est blessé, il a l'occasion de garder sa ceinture et de laisser ce qu'on appelle éventuellement à l'UFC de décider de mettre une ceinture intérimaire, un titre intérimaire. Et pendant ce temps, il garde les avantages liés au statut de champion. Laisser tomber ça en disant je ne suis pas inquiet quand je reviens, qui que ce soit qui soit champion, je vais le battre, je vais occuper mon titre. C'est beau, mais celui qui l'a conseillé, je ne suis pas sûr que j'aurais fait la même chose. Non, je n'aurais pas décidé ça parce que j'ai le devoir, quand tu es le manager, quand tu es l'agent, tu as le devoir de regarder large et de regarder tous les éléments, tout, la big picture, de regarder tous les tenants et les aboutissants et prendre des décisions à, en tenant compte de tous ces détails-là que ton client, ton élève n'a pas tout de suite en tête, en tout cas de manière claire dans sa tête. Il ne voit pas tout, il n'a pas le recul de pouvoir décider ce qu'il dit sur Twitter. Donc, oui, je pense que je n'aurais pas fait ça. C'est pas 2 ans de blessure, c'est 6 mois de blessure. Et on sait que des personnes ont gardé la ceinture plus d'1 an Ouais. et n'ont pas eu de soucis. Donc voilà, non, je n'aurais pas conseillé ça. Le move n'aurait pas été fait. Eh ben, on va parler. Donc là, on a parlé sur Twitter. C'était la soirée du PFL. Donc les débuts en pay-per-view du PFL. Perso, moi, je trouvais que c'était un très mauvais move de la part du PFL de se lancer en pay-per-view sur cette carte-là. Pourquoi? Alors pour moi, quand on se lance en pay-per-view, il faut avoir les gens qui vont se dire, même si c'était pas très cher, je crois que c'était 45 dollars aux États-Unis, qui vont faire que tu te dis, t'es un Américain, tu te dis, ah, je vais dépenser mes 45 dollars pour ça. À mon sens, aujourd'hui, Kyle Harrison et le fait d'avoir cet argument de la soirée où on distribue les millions de dollars et il y a que les combats pour le titre, c'est pas un argument suffisant pour que les gens lâchent 45 dollars. Il aurait, à mon sens, toute la carte était bien, mais il aurait fallu le main event qui fait que tu lâches tes 50 dollars. Voilà. Je suis d'accord. Je suis, je suis d'accord pour le pay-per-view purement, pur et dur. Mais maintenant, ces mecs sont diffusés sur ESPN. Ouais, oui, oui, ah oui, c'était ESPN, mais t'avais ensuite la barrière pour la main card des 50 dollars. Comme l'UFC, tu sais. Donc, Mais je me dis qu'ils ont déjà un deal ESPN qui les met oui. déjà à l'abri, déjà. Mmh. Et donc, ils se disent, on va se tester. On va tester où est-ce qu'on en est. On va tester concrètement. On a besoin, en tant qu'organisation, de se tester à un moment donné. Il y a un moment donné, nous, on avait signé un deal avec le Fight Pass sur un certain nombre d'événements. On s'était réservé 2 événements dans l'année pour pouvoir faire nos propres pay-per-view et tester où on en est. Ok. On a voulu se tester et effectivement, on n'a pas pu parce que le Fight Pass nous a coupé l'herbe sous le pied en disant, bon, nous, on est prêts à doubler les filles. On est prêt à doubler ce que vous avez comme paye, ce que vous voulez, parce que l'ordre vient d'en haut. On doit vous garder. Vous faites une belle production. C'est très beau ce que vous faites. On a besoin de vous garder. Faites pas, ne partez pas. On va continuer à vous diffuser avec notre Fight Pass. On va continuer à vous diffuser chez Endeavor. Et si jamais on pense qu'à un moment donné, vous voulez faire le PPV, on veut le faire avec vous. Et du coup, ça nous a refroidi en se disant, bon, on a une start-up, on commence à peine. On a les frais de TV qui sont doublés d'un coup, juste parce que les partenaires ne veulent pas nous voir partir faire notre PPV à part. Mais c'était notre droit de dire oui ou non. Et on est donc resté avec eux, on a continué ce on faisait avec eux.
je pense que le PFL a le droit de dire on a une star qui a gagné les Jeux Olympiques, la médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est pas souvent qu'on a un champion des Jeux 2 fois Olympiques en qui devient plus. champion Ouais. 2 fois aux Jeux Olympiques et qui vient et donc, elle n'est pas encore massivement star. C'est pas la Ronda Rousset. Le monde entier ne la connaît pas. Quand je parle juste de Kayla, je pense qu'il y a des gens dans la rue, ils savent même pas de quoi on Oui, parle. ouais, Là, on parle de clairement. Kayla. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes. Mais ça reste quand même une championne olympique qui véhicule bien les valeurs du MMA et qui vient affronter des gens. Alors, le fait qu'elle ne soit pas dans une catégorie reconnue réduit en plus sa visibilité. Parce que 70 kilos, c'est pas connu dans le monde. Donc, si je vous demande les championnes à Tomweight, vous ne connaissez pas parce que ça se passe au shoot au Au Brésil One ou bien ça se FC, passe ouais, ça. au One FC. Il n'y a pas ça dans le monde, dans tout le monde entier. C'est pareil pour Kayla. Elle n'a pas beaucoup de. On lui fait venir quelques championnes, quelques femmes sur lesquelles elle marche et puis elle fait sa vie. Mais je pense que le PFL s'est dit, mon ami Peter Moret s'est dit, bon, je ne pense même pas à la vérité, ce qu'il me l'a dit, qu'on va se tester, quoi. On va aller vérifier où on en est, Hmm. de façon à ce qu'on prenne la décision pour la suite, si on continue à faire des PPV, si on multiplie les PPV ou si on reste sur les droits télévision, on se calme dessus. Je pense qu'ils ont une réponse rapide. Oui, non mais oui. Mais moi personnellement, en fait, On sait jamais, hein. Attention, les gens sont friands de l'idée de dire millions, millions, millions. ouais, mais il y a des trucs où tu sais que, dans le sens où, Il y a 6 millions distribués dans une soirée. 6 millions, bah, ça donne envie. Les gens sont curieux. C'est un peu comme le loto. un Tu as vu le peu, loto, enfin, les oui, gens bien sont sûr. curieux d'aller voir, mais qui a gagné le loto? Mais c'est quoi ces délires, tu vois? Ça peut marcher, je ne sais pas. Je suis curieux de savoir ce qu'ils ont fait comme pay-per-view. Mais la carte n'était pas ouf, c'est vrai. Et je sens qu'il y avait, personnellement, je pense en fait que c'était prévu depuis 1 an et demi que la dernière carte de l'année 2022, ça va être du pay-per-view et qu'ils voulaient faire Kyle Harrison contre Clarissa Shields. Le problème, c'est que Shields, donc championne de boxe, elle a perdu. Ils se sont dit, anyway, on y va quand même. On y va quand même, c'est Voilà. ça. C'est ça. C'était prévu. Ils se sont dit, bon, on fonce, on y va, on fait ce qu'on a fait, on n'a plus le choix. On va jouer sur le fait qu'on ait 6 personnes qui gagnent 1 million. On va gonfler le truc, on va raconter une histoire comme personne ne le fait dans le monde. Euh, Attention, il y a eu des beaux combats, hein. Moi, Et une surprise, Fernand, et une surprise. c'est ça. Pour moi, j'ai posté ça en disant un C'est pour tremblement de terre. ça, voilà. Un tremblement de terre parce que euh, la Brésilienne nous a fait un match de Larissa Pacheco. malade. Ouais. Et elle a Elle vraiment nous gagné, a hein, fait. surtout. Faut Ah quand non, même non, préciser. elle a gagné, elle a bel et bien gagné. C'était génial ce qu'elle a fait, quoi. Enfin, elle a adapté la stratégie, elle a commencé mal, elle s'est mise à adapter petit à petit, elle a mis le doute dans la tête Kyle Harrison. voilà. Et ensuite, c'était parti. Elle touchait, c'était parti, elle touchait. Et puis, non, on est passé à côté d'un triangle, on est passé à côté d'une bras. Enfin, on n'a jamais vu Kayla aussi en danger. On ne l'a jamais vu aussi en danger. D'ailleurs, je me demande ce qu'il va faire Ali Abdelaziz. Ah, oui, alors, vas-y, dans quel sens tu dis ça? Parce que vous savez qu'Ali Abdelaziz, donc le disclaimer, c'est il s'occupe de la carrière de Kyle Harrison et il s'occupe aussi, il a une grosse influence au PFL. Voilà. Ali Abdelaziz, qui est le manager de Kayla, avait annoncé sur un Twitter, il n'y a pas encore de femme qui puisse battre Kayla. Si elle perd un combat, je sors du game. Mais non. Si. Oh, faut que tu me retrouves le. Wow. Ah Oui, ouais. oui, oui. Il Bah avait après, il est déclaré. habitué des hot takes aussi, hein, Ali. Là, c'était fort quand même. Ouais. Tu vois, tu vois. Donc, je me demande ce qu'il va faire. J'attends une déclaration dessus. Je suis curieux de voir. Ouais, je pense qu'ils vont faire le 4e combat, à mon avis. Mais déjà, tu vois, mais même ça, perso, après, je sais pas ce que t'en penses, mais C'est ça. de faire le 3e combat. Ouais. Même Kayla l'avait dit, Shariel Elwani, en mode, elle était pas très motivée à l'idée de l'affronter une 3e Mais fois. parce que il n'y a pas, sur la planète Terre, il n'y a pas des 70 kilos qui soient déjà prêts et matures pour aller affronter une judokate qui a fait 2 fois championne olympique de judo, quoi. Tu penses que le combat contre... c'est pas la même catégorie, mais est-ce que ça aurait pu être intéressant de voir Chris Cyborg, tu vois, monter contre Kyle Harrison? Absolument. Tu penses c'est trop... Ok. Ouais. Ah, je pense que Chris, là-bas, quelle que soit la catégorie. Wow, ok.
Ah non, je n'ai aucun doute. Je mets un pied sur Chris parce que ce que Pachenko a fait, euh, Chris Cyborg le fait avec une violence ultra. C'est clair. Elle va faire la même chose, les sprawls, les uppercuts, les machins, mais avec une brutalité sans nom. Enfin, elle est dans l'idée de vider le réservoir. Elle ne garde rien sous la pédale. Donc, non, non, ce sera un beau combat. Ça, ce sera un beau combat. Et, ça revient encore à ce qu'on s'est dit. Le MMA, c'est l'un des sports qui apprend violemment l'humilité. Ouais, non, non, c'est parce que la conférence de presse d'après événement, c'était presque Mais pas la même personne. non, avant événement, tu as Kayla qui dit il n'y a pas une fille qui peut. C'est mort. Il n'y a aucune chance qu'elle m'abatte. Après événement, juste elle pleure. Enfin, tu vois, c'est fou. J'aime vraiment le MMA pour ça. C'est que tu n'es jamais sûr de rien. Tu y vas avec ton élève et tu sais qu'à tout moment, vous pouvez perdre. Ce suspense-là, c'est génial. Ça te fout là, tu vois. Et, euh, et pourtant, et pourtant, euh, il y a beaucoup de personnes qui pensaient que s'il y a quelqu'un qui peut la battre, c'est Pachenko. S'il y a quelqu'un qui pouvait la battre et qui avait comment dire, le morphotype, le gabarit, qui a des connaissances au sol et en lutte et qui sait aussi boxer, quelqu'un capable de la mettre en difficulté, c'est elle. Et elle a mis complètement en difficulté sur tous les aspects de combat, y compris l'aspect de la lutte. Eh oui. Non, non, franchement, c'était une vraie performance aboutie. Et ce que j'aime bien en plus, c'est que, bah, du coup, là, moi, le quatrième combat m'intéresse. Tu vois, maintenant. Ça devient intéressant parce que pour le coup, C'est une on vraie aura victoire. l'histoire. Voilà, là, il y aura une vraie victoire parce qu'il y a la renaissance du Phénix d'un côté, c'est bien. Mais sur cette carte, j'ai apprécié pas mal d'autres combats. Brendan Loughnane, j'ai adoré son combat. C'était un combat qui n'était pas gagné au début avec, comment il s'appelle, le petit lutteur qui lui a compliqué un peu la vie, mais très rapidement, il a ramolli la viande, il s'est mis à taper dans la viande et c'est passé. Enfin, il y a eu des très beaux matchs. Il y a eu Olivier des, Aubin-Mercier, Cocorico Québec. Bonjour à tous nos amis québécois. ouais, les Superbe. cousins que, ouais, bon, voilà, quoi, Ouais. c'était magnifique. C'était magnifique ce qu'a fait Olivier Aubin Mercier, quoi. Ce fabuleux chaos. C'est quand même une belle histoire. Le mec sort de l'UFC, il est aux oubliettes, on lui donne aucune chance de pouvoir rebondir. Derrière ça, dans la foulée, il enchaîne et va gagner 1 million de dollars sur une progression sans faute. Je crois qu'il a fait un 6-0. T'es pas tenté, toi, d'ailleurs, juste par le PFL pour certains. Enfin, tu vois, est-ce que là, t'es pas en train de te dire, bon, l'UFC, c'est bien, mais est-ce que c'est pas mieux de prendre le million et ensuite Ça, d'aller à l'UFC? ça dépend des profils. Là, j'ai un vrai harcèlement de la part du PFL pour que je les positionne des gars. Et ça dépend des profils. Quand tu Il dis y a, des il y a- profils, c'est-à-dire, c'est. Je... il y a des profils qui sont faits pour ce genre de format. Et De puis par dire, contre aussi, ce qui est vrai, juste pour ça, après, vas-y, hum, c'est vrai hum, que le PFL aussi, à mon sens, c'est très bien financièrement, mais je pense qu'en termes d'image en France, ça n'apporte rien parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Je pense. c'est ça. Malheureusement, mais ça, c'est le discours qu'on a toujours avec que les gens ne comprennent pas. C'est que PFL, sur les chiffres, c'est la deuxième plus grosse organisation au monde, mais en France, ça ne parle à personne. La masse ne sait pas de quoi. Ben, c'est simple, c'est pour ça que l'indicateur de ce qui se passe, si les gens veulent savoir, le meilleur indicateur, ce sont les médias. N'allez pas demander à un média pourquoi tu fais l'interview à tel ou à tel. Ça ne sert à rien. Le média sait ce qui est bien pour lui parce que sa santé, c'est la personne à qui il est en train de faire une interview. Et l'indicateur, c'est que vous avez sur 100 podcasts dans le monde, vous avez 98 podcasts qui vont faire essentiellement sur l'UFC. N'allez pas leur demander, mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous ne parlez pas du Cage Warrior?
Pourquoi vous ne parlez pas de caisse W? Pourquoi? Ça sert à rien. On n'a pas besoin de les pousser à parler de quelqu'un. Ils parlent parce que ils ont le meilleur métrique possible. Ce sont les clics. Si les gens cliquent, alors le podcasteur revient sur ce qu'il a fait. Donc, il y a des gens, je ne veux pas citer de nom, mais je pense que vous, comme ça, la sueur, vous avez tenté de parler beaucoup du PFL et vous avez dit, bon, le clic, on sait ce que ça donne. Vous avez tenté de parler du Bellator, vous savez à quel niveau sont les clics. Quand le Bellator en France, effectivement, ça devient relevant, ça devient important. Quand le PFL va arriver en Europe, ça devient important. Mais il y a des mesures où Ben c'est oui. compliqué. Enfin, c'est très compliqué d'aller vouloir. Tu peux pas continuer à dire le KSW, grosse organisation. Des gens, tu peux dire ça 15 000 fois, mais si tu vois qu'il y a beaucoup de médias qui n'en parlent pas, ça veut dire que les gens ne cliquent pas. Et si les gens ne cliquent pas, c'est la seule valeur qui compte finalement. Et puis même Le reste, globalement, enfin, je veux dire, si demain Saladin part du KSW, ouais, on va pas parler du KSW. Enfin, ça ajoute aussi. Enfin, c'est ça. Encore là, c'est beaucoup mieux parce que RMC a signé le KSW. C'est une bonne chose pour l'écosystème français. Ça donne un peu de visibilité au KSW et ça apporte encore de l'emphase à la carrière de Saladin Saladin, qui fait un parcours brillant. Je pense vraiment que c'est un excellent combattant. Mais la réalité, c'est que on n'a pas besoin de pousser pour qu'on parle de quelqu'un. C'est que si s'il y a un média qui parle de n'importe quoi, je sais pas moi, du gel du gel pour se désinfecter les mains, ne vous inquiétez pas, le gel buzz en ce moment. C'est comme ça, c'est que si vous voyez qu'il y a beaucoup de médias qui parlent de foot, il n'y a pas de raison. Donc, vous pouvez crier, sauter et aller en suspension pour crier et dire mais pourquoi on ne parle pas du MMA? C'est fou. Pourquoi l'équipe ils ne font pas une rediffusion sur le MMA? Pourquoi? ouais. Peu importe ce que vous racontez, le sport roi, c'est le foot. Et ils vont d'abord aller dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de clics sur le foot. C'est l'indicateur. Il faut qu'on le comprenne. Et donc, le PFL, ce sont des grands amis pour moi. Vraiment, j'ai très bonne relation avec. Et donc, je te dis, en fonction des profils, là, ils demandent par exemple euh, Laureano, Sao Paulo, Pepi, l'Argentin. Ok. On a des collaborations qu'on va faire. Il y a des athlètes du PFL qui vont peut-être passer sur Ares. Moi, je kiffe euh, Brendan. Je vais leur demander, par exemple, Brendan. Et Pour le derrière, titre direct, moi j'aimerais bien. mais voilà. Donc, on va voir ce qu'on peut changer, ce Ok. qu'on peut bouger, mais on a envie, on va faire des collabs ensemble, on va bosser Hmm. ensemble et tout. Il y aura d'ailleurs, euh, comment il s'appelle? Euh, l'un Ah, il y a l'un des, des athlètes ou des non, fondateurs ou des non, non, dirigeants? les dirigeants. Il y Ok. aura le CEO du PFL qui sera sur le prochain arrest le 8 D'accord. décembre au Dôme de Paris. Et voilà, on a pas mal de choses et d'activités qu'on va faire ensemble. Mais malheureusement, pour le moment, vous vous doutez bien que pour le moment, voilà quoi, mondialement, c'est encore, ça n'a pas la même visibilité malgré tous les efforts qui sont faits. Ouais, mais financièrement c'est bien. Puis oui, on a oublié aussi celui qui aurait dû affronter Cyril, Ante Delija, coéquipier de Mirko Crocop, qui a lui aussi pris le million. Très beau KO d'ailleurs. Il a fait un combat exceptionnel. Oui, Ante Delia, qui est le protégé de Nico Krokop et qui a fait un excellent combat un excellent parcours sur le PFL après avoir, il a eu une carrière qui était à peu près similaire à celle de Slim. Oui, bah oui, parce qu'il avait été Parce que, bloqué. Ouais. voilà, Vas-y. parce qu'il devait combattre sur l'UFC à Abu Dhabi. Et il était encore sous contrat avec le PFL. Il a essayé d'expliquer que, bon, il n'y avait pas de combat actuellement, il y avait le Covid, et puis mon contrat n'était pas exact et tout.
Le PFL a fait un veto. L'UFC n'a pas pu le faire combattre. Et finalement, il est retourné à la maison mère au PFL et il est devenu millionnaire au PFL. Aïe, aïe, aïe. Bah, on souhaite la même chose à Slim d'ailleurs, de toute façon. Parce que, C'est tout le mal que parce que d'ailleurs, toi, est-ce que ça te donne des idées là de justement faire des collabs avec le PFL pour des tournois, je sais pas, finale, super finale à 500 000 dollars ou. c'est, on y réfléchit très fortement. On Ok. travaille en ce Parce que moment dessus. Delija Slim, par exemple, Euh, ce serait ouais. cool. On y réfléchit Ok. fortement, on travaille dessus et ça pourrait être quelque chose de très bien. Ok. On pense à ça. Ok. On va faire des choses bien. Et ben voilà, bah stay tuned en tout cas de ce côté-là. Une question, Fernand, qui est subsidiaire à ça et qui est importante. Donc, vous savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand. Je vais le dire la semaine prochaine en début de podcast parce que peut-être qu'à 1 heure, là, il y a pas mal de gens qui sont partis. C'est dans les commentaires et puis on en choisit pour la semaine suivante. Et c'est une question intéressante de Julien Labouret qui dit pourquoi le MMA Factory ne signe-t-il pas d'athlètes au Bellator? Désolé si c'est moi qui passe à côté des infos. Euh, c'est simplement parce que on n'y trouve pas souvent d'intérêt. C'est ça. De manière générale, ce n'est pas toujours une vérité. De manière générale, quand vous constatez qu'il y a un management, nous, on est le management numéro un en France. On est d'accord, on peut le dire. On ne prend pas un grand risque si on le dit. Si on ne signe pas beaucoup de gens au Bellator, ça veut dire qu'on a des possibilités. Il y a des possibilités où on ne sent pas un intérêt dessus. En tout cas, l'intérêt de l'exposition et de ce qu'il y a derrière. J'ai essayé, et puis, en gros, déjà, c'est laborieux. Euh, le, par exemple, Anthony Dizzy, c'est moi personnellement, je pense que oui, c'était les tout débuts du Management Factory et j'ai signé à Anthony Dizzy au Bellator. Qui d'autre? Yoni Razafia raison. Elle a fait son entrée au Bellator par le biais de Cheikh Congo, le management de Cheikh Congo. Ensuite, il y a une brouille entre le management de Cheikh Congo et elle. Elle a redonné son management à moi et donc Cheikh Congo, enfin l'équipe du management de Cheikh Congo, euh, apparemment, en tout cas quand Yoni et son mari m'ont contacté, c'était parce qu'elle était euh, en, on va dire, en embrouille, en désaccord avec le management de Cheikh Congo et que du coup, Cheikh Congo lui avait dit si tu bouges, si comme on ne s'entend pas et tout, tu ne combattras plus jamais au Bellator. Et c'était marqué en noir et blanc, quoi. Et donc, je suis reparti vers Chou. C'était encore lui le matchmaker à l'époque. Et puis je l'ai re-signé sur le Bellator. Elle a refait ce combat, ce fameux combat où elle a battu Sydney Kavanagh je crois que c'était en Irlande. Mais quoi qu'il en soit, on a eu des gars sur le Bellator, on a géré des athlètes sur le Bellator, on a voyagé en tant que coach sur le Bellator, que ce soit à l'époque de Norman Paisé, que ce soit à l'époque de Tonton. Je l'ai accompagné au Bellator pour combattre contre Rampage Jackson. C'est pour l'économie d'un management, on ne s'y retrouve pas. Oui, C'est bah puis payé, surtout, je pense que ça dépend des opportunités que t'as. Si tu peux signer ton gars à l'UFC, autant le signer à l'UFC. c'est ça. En gros, déjà, les athlètes le disent. Il y a des athlètes, moi j'ai proposé deux ou trois athlètes où je disais, bon, la carrière, elle est un peu en berne et tout, je veux le mettre au Bellator. Je sais pas si je peux le dire ou pas, mais ils disent non, non, c'est bon, merci, mais pas le Bellator. Je préfère attendre où j'ai l'UFC, où je n'ai rien. Et, et, euh, et donc, il y a ça, mais au-delà de ça, le rendement n'était pas bon. Moi, je n'ai pas signé, ce n'était pas moi le manager de Karl Amoussou au Bellator, mais je pense que j'ai fait 3 ou 4 combats avec Karl Amoussou au Bellator en tant que coach. Et en gros, vous partez de la France, vous arrivez quelque part, Kansas City, quelque part aux États-Unis,
vous voyagez dans des conditions, c'est compliqué, c'est place économique pour très long vol et tout, c'est déjà pas simple. Ensuite, vous allez faire le combat. Le gars que vous avez payé moins de 10 000 $. Donc, quand tu enlèves les 30% des États-Unis, le gars se retrouve avec 6 000 $. Vous revenez, quand on te donne, quand tu prends 10% des 6 000 $, tu te retrouves avec, euh, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Le Bellator vient une seule fois en Europe par an, peut-être deux fois. On ne s'y retrouve pas. Les chiffres ne sont pas importants. Et s'il y avait au moins la visibilité, parce que le Bellator, on sait que c'est une grosse orga. De manière générale, on dit que c'est la deuxième orga au monde. Même si sur le papier, les chiffres de ceux qui sont dans la production, vraiment la comptabilité pure, les lignes et tout, on voit le PFL devant. Euh, mais le Bellator reste une grosse orga. Mais concrètement, tu as ton gars qui combat au Bellator, à part des grands noms qui sont donc des Américains ou des Brésiliens comme des Pitbulls, des machins, qui vont être poussés à mort, les Français ne sont pas poussés. Il n'y Parce a que pas oui, cette intention. c'est ça. Et surtout, je voulais dire qu'il y a Bellator et Bellator Europe. Et c'est vrai C'est que ça. c'est rare que les Français soient sur le Bellator États-Unis où les mecs Bah, sont sur Showtime. c'est exactement ça. Voilà ma conversation avec le PFL, de dire, moi, je ne veux pas m'associer à vous si vous allez faire des PFL Europe ou ces PFL machin. Vous avez trois niveaux, le, 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 le- le débutant, ensuite vous avez le global, ensuite vous avez le 1 million. Il faudrait si vous voulez qu'on fasse un co-projet ensemble, que ce soit un projet solide où ceux qui combattent aux États-Unis au PFL, on les voit en Europe et ceux qui combattent machin. Et là, ça a un sens. Sinon, avoir un Bellator qui est un Bellator réduit, avec une moindre qualité et une moindre attention, voilà, ne me branche pas beaucoup. Mais en tout cas, c'est simple. Si je, c'est toujours ce que je dis, hein. Quand vous avez un- euh, quand vous avez un sujet sur lequel vous voulez tester quelqu'un, posez-vous la question, comment ça se fait qu'il n'aille pas faire telle chose ou telle autre chose? Comment ça se fait qu'ils ne mettent pas l'accent pour pouvoir avoir des gars au Bellator? Pourquoi? La question est vite répondue finalement. Non, mais à vrai de vrai, avec le temps, on devient professionnel. Nous sommes des chasseurs. Toi, tu es professionnel dans ton domaine. Tu es un chasseur. Tu vas chercher la rentabilité. Tu vas chercher ce qui est efficace. Tu es capable de faire une masterclass sur le média en France. Tu peux en parler. Et donc, du coup, quand on te voit ne pas faire une interview quelque part, il ne faut pas que les gens se trompent. Il faut qu'ils comprennent que peut-être que c'est c'est bien, c'est très bien, mais peut-être que c'est un niveau en dessous et que ce n'est pas rentable par rapport à un autre niveau. C'est toujours une affaire de calcul quand une promotion sportive ne va pas faire ce genre de démarche, de se dire quand un grand manager ne va pas. Bon, si tu es très bien équipé, comme les grosses équipes de management qui sont bien équipées, et que tu as une multinationale, il y a beaucoup d'employés, bah, tu vas affecter les gens en disant, OK, toi, tu t'occupes du Bellator. Donc, tu lui refougues des pas et il se débrouille. Voilà. Et toi, tu refougues à l'autre et toi, tu t'occupes du PFL. Et donc, tu as un portefeuille PFL, un portefeuille Bellator, un portefeuille machin. Et là, tu délègues. Nous, on n'est pas. Le Management Factory est assez fort pour être numéro un. En France, c'est l'une des meilleures organisations en Europe, mais pas assez fort pour pouvoir déployer et dire, même si ça ne rapporte pas pour nous actuellement le Bellator, parce qu'on n'a pas des champions du Bellator, on n'a pas des personnes super classées qui rapportent assez et qu'on puisse s'y retrouver, on va quand même garder ça pour qu'on puisse soigner l'image et avoir quelques athlètes qui sont managés, qui sont sur le Bellator ou qui sont managés sur le KSW ou qui sont managés. C'est juste ça. C'est que tu regardes et tu te dis, bon, même en termes de visibilité, c'est-à-dire que tu as je sais que ce n'est pas ma présence au KSW ou au PFL ou au Bellator qui va changer la visibilité de ces trois organes en France. On est d'accord. Donc, partant de ce constat, que je ramène 10 mecs là-bas, j'aurai moins d'interviews de ta part.
je sais pourquoi tu me fais plus d'interviews. Tu me fais des interviews parce que je suis avec mes gars sur une orga qui t'intéresse, toi. Et tu t'intéresses à l'orga. Pourquoi? Parce que l'orga fait des clics. Il faut suivre la ligne rouge. C'est bien de dire, oui, mais pourquoi pas tel, mais pourquoi on ne fait pas tel. Non, fais-le avec ton média. Justement, celui qui n'est pas content et qui se dit, bon, moi j'ai vu la lumière, il y a un créneau à prendre. Il y a des grosses stars là que l'assureur ne voit pas. Moi, je vais aller faire ça, je vais faire ça et je deviens un bon dessus. Vas-y, prends-les. Prends ces stars-là, interviewe-les, fais un buzz, deviens le plus grand média en France et ensuite on en parle. Mais si tu n'es pas encore là, dis-toi qu'il y a peut-être une raison. Reste un peu humble et dis-toi peut-être c'est chaud. Damn. Damn, damn, damn. Bon, bah, en tout cas, c'est pour. Bah, c'est tout pour cette semaine, je pense, Fernand. Le 8 décembre, on va finir là-dessus. Il y a Ares Fighting Championship de retour. Et les gars, la semaine prochaine, on va bien évidemment parler du main event. Et Fernand va vous livrer, avant l'interview face à face que vous connaissez, où là, je m'attends à un truc électrique. Fernand va vous livrer tous les secrets parce qu'il les connaît très bien, les deux. Il s'est occupé de Carla Moussou, il s'est occupé de Michael Lebou, et donc au-delà du sportif, là Fernand il va arriver avec du lourd, du très 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 lourd, et il reste quelques places, mais je sais que ça part aussi très vite, et puis ce sera sur Canal+, Sport 360, aussi comme la dernière édition. Absolument. N'oubliez pas votre hashtag sur Canal. Ceux qui regardent sur Canal, n'oubliez pas. Hashtag Ares sur Canal. Et du coup, les commentateurs de Canal pourront relayer et republier vos tweets tout de suite s'ils sont pertinents. Donc, dès que vous commentez en regardant le match en direct sur Canal et tout, retweetez hashtag Ares10 et derrière votre commentaire, votre prise de position, votre déclaration pour être relu ou partagé en tout cas sur nos écrans, y compris les commentateurs du feed en français sur UFC Fight Pass ou en anglais sur UFC Fight Pass. Et puis, oui, gros combat entre Michael Lebou et Karl, mais Moussou. faut rien dire la semaine prochaine. Ouais. Je ne dis rien. Je me dirais, mais je pense que pour la première fois, je vais prendre Ouais, juste pur spectateur, je, quoi. je vais prendre mon pot de popcorn et je vais m'asseoir et je vais me calmer. Je vais checker. Parce que même Voilà. le trailer, même le trailer entre les deux là, oh là là. Dans ceux qui sont autour de l'arène là et tout, dans la salle, ne m'en tenez pas rigueur si je sois en pot de popcorn. Il faut que je kiffe le match. C'est un gros match. J'ai besoin de kiffer. Allez, à la semaine prochaine. Salut, merci. I'm fucking coming for you!